Bon, en 92, quand on a doublé l'élevage porcin, on a augmenté notre quantité d'azote sur l'exploitation. Vu la surface que l'on avait, on était obligé d'avoir des plans d'épandage extérieurs. En 1996, on a décidé de créer une station de traitement de lisier en collaboration avec la DDA et la Chambre d'agriculture. Parce que comme c'était la première dans les Côtes d'Armor, il fallait bien que quelqu'un nous suive. Et de là, aujourd'hui, on est autonome sur l'exploitation avec 62 hectares. En 1996, on a investi dans une station biologique en dénitrification et nitrification du lisier. Et suite à ça, en 2001, on a investi dans un séparateur de phase pour le phosphore et l'azote organique, dont le refus était exporté en plaine céréalière. Et en 2008, avec les nouvelles normes, on a réinvesti dans un nouveau matériel, c'est une centrifugeuse. Donc en 2002, on a eu une réflexion pour supprimer le fioul de la porcherie. Donc on s'était dirigé soit vers l'éolien ou la méthanisation, et après renseignements et études, on s'est tourné vers la méthanisation. Et donc de 2002 à 2010, on a déposé les dossiers, fait les études, et en 2010, on a commencé à construire pour mise en route en 2012. Donc là, on produit 100 kW à l'heure, donc c'est l'équivalent de 250 foyers à l'année. Donc la chaleur est valorisée pour le digesteur en partie, et chauffer les maternités et post-sevrage de la porcherie, donc ce qui nous fait une économie de 30 000 litres de fioul à l'année. L'exploitation ici est une exploitation porcine et céréalière, donc avec 150 mères, donc on est sur la petite moyenne bretonne au niveau de la taille d'élevage. Il y a une vingtaine d'années, faisant partie d'un cabinet de conseil en agronomie, il nous avait été présenté que le charrue était le pire outil de l'exploitation, donc démonstration à l'appui. On a voulu suivre ces conseils-là, et donc on a arrêté le labour depuis une petite vingtaine d'années. Certains appellent ça les TCS, donc les techniques culturales simplifiées, ou la technique de conservation des sols, ce qui fait qu'on a arrêté de labourer malgré qu'on travaille quand même le sol, quoi. L'avantage de cette technique est qu'on accélère la vie microbienne du sol pour éviter justement le retournement de la terre avec les résidus sur le dessus qui sont enfouis et qui du coup travaillent sans oxygène, en anaérobie, alors qu'un bon pourrissement se fait en aérobie. Et donc on essaye de faire en sorte que le sol fonctionne lui-même par un système de compostage des résidus du sol. Et ça permet aussi une exploration par les vers de terre qui, de par leur travail, correspond à un labour par an, mais un labour naturel, quoi. On avait déjà choisi, dès les premiers diagnostics et les premiers plans prévisionnels de fumure, de fonctionner en fonction des besoins de la plante. On s'était aperçu qu'il était nécessaire de valoriser au mieux les effluents de l'élevage, entre autres avec du lisier sur blé. Les premières années, il avait fallu s'équiper d'une tonne avec des pneus basse pression et un essieu suiveur essentiellement. Et la première rampe était une rampe à buse, à palette. Et ça fait maintenant 5 ans qu'on utilise cette rampe à pendillard pour pouvoir faire du lisier sur blé. Donc l'exploitation ici s'est équipée d'un broyeur à maïs et d'un silo à maïs, tout simple, un silo couloir, en 1987. Ce qui nous permet de consommer le maïs qui est produit sur l'exploitation. Et en 92, il y a eu l'installation des stockages de céréales, ce qui nous permet de conserver dans les 400 tonnes de maïs et 200 tonnes de céréales. Donc c'est un système tout à fait simple et qui nous permet de valoriser au mieux nos propres céréales, quoi, hein. Donc c'est-à-dire que
tout ce qu'on va apporter à nos céréales, le soin qu'on va leur apporter, leur protection qu'on va leur apporter, c'est aussi dans le but de nourrir nos animaux le mieux possible. Donc une partie est quand même vendue, une partie des céréales est quand même vendue, et on a tendance à semer un peu plus que de besoin, parce que la superficie le permet. Et quand arrivent les années de grosse pluviométrie ou de sécheresse, eh bien, on a quand même toujours cette soupape de sécurité qui permet de malgré tout remplir nos silos et pour tout simplement nourrir nos animaux, c'est absolument nécessaire. Notre exploitation est située sur le bassin versant de l'Ic, bassin versant contentieux. Donc il y a une vingtaine d'années déjà que nous travaillons sur tout ce qui peut améliorer la qualité de l'eau. En anticipant la réglementation, ça nous a permis de ne pas avoir le sentiment de subir la réglementation, mais plus d'anticiper, de l'intégrer dans notre projet d'amélioration de notre exploitation. Et ainsi de pouvoir améliorer nos conditions de travail et nos résultats techniques et économiques aussi. La réglementation a fait évoluer les calendriers d'épandage et puis les capacités de stockage, tout ça va de pair. Et c'est vrai que des pratiques d'il y a une vingtaine d'années où on vidait les fosses à l'automne par manque de capacité, c'est vrai qu'on est arrivé plus à une fertilisation raisonnée avec des épandages de printemps qui commencent peut-être plus tôt dès le début février et qui permettent d'apporter à la plante l'élément fertilisant au bon moment. Pour le système fourrager et donc l'assolement dans la foulée, faut bien se dire que le maïs reste au cœur du système fourrager. C'est une valeur sûre autant en rendement sur le secteur et puis en qualité aussi, en stockage également. Mais ceci dit, je pense que depuis 4-5 ans, on a une réflexion par rapport au coût des matières premières et notamment du soja et du colza pour remettre un peu plus d'herbe. Donc ça implique soit des récoltes sous forme d'affouragement vert, certains le pratiquent sur le secteur, et pour ma part c'est plus sous forme de stockage, soit sous forme d'enrubannage ou d'ensilage. Mais donc une part d'herbe qui reprend un peu d'ampleur, avec comme intérêt un meilleur assolement, une meilleure rotation. Au niveau phyto, des cultures qui sont peut-être un peu plus facile à désherber. Dès lors qu'on apporte un peu plus d'éléments dans la rotation, on a plus de facilité. Et puis là aussi, au niveau d'éjection, au niveau fertilisation, donc une amélioration des utilisations des déjections. Donc les couverts végétaux sont mis en place le plus tôt possible après la récolte. Je crois que c'est important pour qu'il y ait une bonne efficacité du couvert. Là aussi, étant limité en azote, on essaie de récupérer un maximum d'unités par ce biais du couvert. Donc ça, c'est une pratique qu'on a mis en place depuis un petit moment, avant les actions bassin versant. C'est Jocelyne Léchelard de la Chambre d'agriculture qui nous avait motivés dans les années 90 à utiliser cette pratique. Donc, sur l'exploitation, ça reste de la facilie, facile à détruire et qui laisse une structure du sol assez intéressante. Je me suis installé en 1982 sur une partie de l'exploitation des parents, avec une production de céréales et d'endives à l'époque. C'est un système qui a bien fonctionné pendant une vingtaine d'années et puis il arrive un moment où on n'avait pratiquement plus de revenus. Et donc en fin 99, début 2000, on a décidé de construire un poulailler bio et de convertir l'exploitation au bio, progressivement. Dans un but essentiellement économique au départ, pour retrouver un revenu. Chose qu'aujourd'hui on a retrouvé, ça fait quand même 16 ans qu'on tourne en bio, donc aujourd'hui on a retrouvé un niveau de revenu correct. Aujourd'hui, on est sur une exploitation de 55 hectares avec un poulailler mis aux normes en 2013 avec 6000 poules pondeuses. Sur l'exploitation, on produit des céréales, des légumes, des protéagineux, du maïs. Et dans un an, à peu près, je vais transmettre à Emmanuel, mon fils,
qui envisage lui aussi de continuer le même genre de production, c'est-à-dire de rester en agriculture biologique, en production de poules pondeuses et de légumes. Oui, donc moi, m'installer d'ici 1 an, les motivations, c'est sûr que déjà maintenir un système qui a maintenant bientôt 20 ans, continuer à produire des produits de qualité, et puis tout en respectant l'environnement, quand on voit éviter le maximum les intrants sur l'exploitation, c'est vrai. Et puis évidemment maintenir un niveau de revenu de qualité. Je m'étais converti pour des raisons économiques au bio. Aujourd'hui, dans ma tête, le chemin s'est fait parce qu'il faut quand même quelques années pour que la conversion se fasse dans la tête aussi. Et donc aujourd'hui, on travaille, comme l'a dit Emmanuel, sur le respect de l'environnement, sur limiter les intrants qui rentrent dans l'exploitation. On utilise essentiellement la fertilisation, c'est la fiente des poules. Et au niveau des désherbages, aujourd'hui, on ne fonctionne qu'en désherbage mécanique, aussi bien en céréales qu'en maïs, qu'en légumes. Tous les désherbages se font mécaniquement. Donc aujourd'hui, sur l'exploitation, on a une diversité de cultures assez importante. Le principe de l'agriculture bio étant fondé sur des rotations. Donc on cultive aujourd'hui du blé, hiver ou printemps. Des mélanges comme ici, pois-avoine, j'ai aussi du triticale pois, du blé févrole. On cultive aussi des légumes, du maïs grain, un peu de protéagineux sous forme de févrole d'hiver. La diversité, ça permet le principe, c'est de ne pas revenir trop souvent avec les mêmes cultures sur les mêmes parcelles pour éviter les problèmes de maladies, parce qu'en termes de lutte contre les maladies, en bio, on est vraiment démunis. Après, la première difficulté du système, surtout quand on se convertit, c'est la peur du salissement des parcelles, de l'envahissement des parcelles. Ça, c'est vraiment dans la tête. Quand on est en conventionnel, les parcelles, elles sont propres, il n'y a rien qui dépasse. Quand on passe en bio, première, deuxième année, ça va encore, parce qu'on est encore sur un peu du conventionnel. Après, on commence à avoir des adventices qui apparaissent. Et c'est un peu la hantise quand on se convertit au bio, ce domaine-là. Après, moi je constate qu'après 16 ans, puisque ça fait 16 ans cette année, je ne suis pas envahi de mauvaises herbes dans les parcelles. On arrive à maîtriser, globalement on arrive à maîtriser. Il y a des loupés, j'avais une parcelle de blé en face, là c'était un loupé. C'est souvent lié à la météo, le désherbage en bio est beaucoup tributaire de la météo. Les périodes sèches sont favorables, les périodes pluvieuses c'est beaucoup plus compliqué. Mais il n'empêche que 16 ans après, je constate que mes parcelles sont encore propres, quoi. J'exploite la ferme familiale donc sur 74 hectares. Les parents étaient producteurs de porc essentiellement et donc céréales en conventionnel. Donc moi j'ai repris l'atelier porc en diminuant le nombre de truies. Je suis passé de 180 à 100 truies, de manière à laisser de la place à un troupeau de vaches limousines qui sont en bio, gérés en système herbagé. Et donc l'ensemble de mes cultures est donc converti en agriculture biologique depuis mai 2014. En termes de culture, outre le maïs, blé, triticale, je fais aussi de la févrole et du sarrasin, le blé noir qui va faire des galettes pour l'alimentation humaine. Donc tout ça géré en agriculture biologique. Les efforts portés sur le bocage ici ne datent pas de moi en fait, ça a commencé avec la génération de mes parents. Trégomer a été une commune qui a été très remembrée, qui a beaucoup souffert des politiques d'aménagement des années 70 et 80. Et donc ici, on a eu à cœur de pouvoir reconstituer un peu le paysage. Et donc l'effort s'est porté beaucoup sur les haies depuis les années début 2000. Donc le programme bocager, tel qu'il a été mené par le SMEGA depuis les années 2000, était basé sur le volontariat des agriculteurs. On est dans une zone qui avait été particulièrement remembrée dans les années 70 et 80 et donc avec un paysage très très ouvert, avec une absence de bocage en réseau et donc la problématique hors cadre réglementaire c'était de motiver les agriculteurs, de replanter les arbres et donc c'était une volonté forte aussi de la part du comité professionnel agricole de pouvoir mettre en place ces actions-là. Donc les techniciens de la collectivité sont allés sur le terrain pour convaincre les agriculteurs de planter des haies. Donc il n'y avait aucune obligation réglementaire et c'est simplement l'engagement des agriculteurs qui a permis de reconstituer les 60 km qui ont pu être plantés sur le bassin versant de l'Ic, donc sur la base du volontariat. Cette approche s'est complétée par l'aménagement et l'entretien des zones humides, qui étaient souvent des zones humides qui étaient délaissées, des zones de fond de vallée.
Donc là, il y avait un programme volontaire d'engagement type mesure agri-environnementale qui avait été mis en place par les services de l'État. Et donc toujours pareil, sur la base du volontariat, quoi. Et donc les agriculteurs ont non seulement accepté de replanter des haies, mais aussi de réentretenir, de réouvrir certaines zones humides en fond de vallée. Hein. Rappelons que la zone humide a aussi une mission d'épuration des eaux d'écoulement de surface avant l'arrivée dans la rivière. Donc sur l'exploitation ici, le premier moteur qu'on a eu, c'était de limiter l'érosion des parcelles agricoles. Il y avait un gros problème d'érosion qui provoquait l'envasement du port de Binic, et donc ici on a pris pleinement conscience du fait que la terre est notre outil de travail, et donc on voulait la garder dans les champs. Donc la première entrée qu'on a eue, c'était de ceinturer toutes les parcelles, le bas des parcelles, par des talus faits à la pelleteuse et qui ont été plantés là. Ici, dans le bas de cette parcelle-là, il y a eu un talus de fait. Et donc une fois qu'on est rentré dans cette démarche-là, on s'aperçoit que les haies ne sont pas forcément gênantes, et donc après on a une logique de reconstitution du maillage bocagé. Donc ici on prévoyait d'avoir des vaches, et donc la fonction de clôture de la haie était très importante pour garder les vaches dans le champ.